7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Hier avait lieu le dernier meeting de campagne de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Le scrutin a lieu dimanche et de toute évidence, le Rassemblement national n'a pas à s'inquiéter des résultats. C'est d'ailleurs le thème de votre dernier livre, Arnaud Benedetti, aux portes du pouvoir, publié aux éditions Michel Lafon. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Alors aucune surprise à la veille du scrutin des européennes, Jordan Bardella n'a même pas eu besoin de faire campagne en quelque sorte. C'est la suite logique d'une présidentielle quasi réussie, même si Marine Le Pen n'a toujours pas réussi à accéder au pouvoir, Arnaud Benedetti. Est-ce que ça va changer ? Oui, alors écoutez, il est clair que, il y aura un facteur important quand même pour cette élection européenne, ce sera le niveau de participation qui semble à ce stade plutôt, finalement, plus élevé que ce qu'on imaginait. Plutôt plus élevé que ce que l'on peut attendre, parce que si l'on regarde les chiffres et les estimations de participation à l'heure où l'on parle, elles sont un peu plus importantes qu'elles ne l'étaient il y a 5 ans au même moment. Et donc, on peut éventuellement envisager une participation au-delà de 50%, ce qui est certes faible par rapport à d'autres scrutins, mais qui, dans le cadre de l'histoire électorale des élections européennes, est plutôt une participation assez correcte. Donc, en effet, ce niveau de participation conditionnera le score du Rassemblement national. Tout l'enjeu, bien évidemment, pour Jordan Bardella, et on le voit dans ces derniers jours, ça sera de mobiliser sa base électorale, et notamment les classes populaires et une partie des classes moyennes qui peuvent voter pour le Rassemblement national. Ensuite, si vous voulez, aujourd'hui, la dynamique RN, elle repose sur plusieurs éléments. Le premier élément, c'est des dynamiques sociologiques qui ont été identifiées depuis très longtemps, mais qui se sont renforcées, notamment parmi les classes populaires, parmi les ouvriers, les employés, les commerçants, mais aussi parmi un certain nombre de catégories des classes moyennes. Ça, c'est un point, je crois, tout à fait essentiel et qui explique la progression constante, soutenue, est toujours plus élevé du Rassemblement national. Et cette dynamique est aujourd'hui dopée par aussi un effet, que j'analyse d'ailleurs dans mon ouvrage, qui est l'effet générationnel. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est que les jeunes qui vont voter, et pas le cas de tous les jeunes, bien évidemment, mais notamment dans la catégorie 18-24, mais aussi plus encore fortement dans la catégorie 24 ou 25-34 plutôt, car les jeunes actifs portent pour une grande partie leur suffrage pour l'étiquette Rassemblement national. Donc, si vous voulez, ces deux dynamiques croisées, combinées, à la fois sociologiques et générationnelles, expliquent cette progression du Rassemblement national. Alors, avec un effet, certainement, dans cette élection européenne, qui est un effet là aussi générationnel, autour de la personnalité de Jordan Bardella, qui a su capter une partie de la jeunesse et qui, donne une motricité supplémentaire à cette dynamique. Alors, ces européennes, ce sont la suite et le tremplin d'une présidentielle qui a lieu dans 3 ans. Comment vous voyez la suite au sein du Rassemblement national, Arnaud Benedetti ? Bardella se range au Parlement européen et relibère la place de Marine Le Pen ? C'est ça, la suite ? De toute façon, Jordan Bardella est président du Rassemblement national maintenant depuis 2 ans. Donc, il n'y a aucune raison qu'il cède sa place de président du Rassemblement national, et que c'est vrai qu'il y a une complémentarité, en tout cas pour l'instant, entre d'un côté Marine Le Pen, qui est la leader historique quand même du Rassemblement national aujourd'hui, dont le nom constitue aussi, malgré tout et malgré les difficultés, porter le nom Le Pen sur une scène politique française que l'on connaît, une garantie pour une partie de l'électorat et des segments électoraux, une garantie de rupture, en tout cas. Et à côté, un jeune parlementaire, un jeune président, un jeune leader politique qui permet à la fois de renforcer, l'impact du Rassemblement national sur un certain nombre de catégories, notamment générationnelles, comme je viens de le dire, mais aussi qui, d'une certaine façon, incarne le renouveau du parti, la suite de l'après-Le Pen, la capacité de ce parti qui s'est quand même fondé sur le nom de Le Pen à pouvoir offrir d'autres profils. Donc il y a là, à ce stade, en tout cas, un tandem qui est redoutablement efficace pour les deux, en l'occurrence. Et comme on est dans une phase ascensionnelle, alors en politique, il ne faut jamais, si vous voulez, préjuger de ce que sera l'avenir, évidemment, parce que les choses peuvent toujours évoluer au regard parfois d'éléments de contexte que l'on ne maîtrise pas forcément. Mais quand même, globalement, aujourd'hui, l'efficacité du tandem
sur le plan politique, sur le plan médiatique, sur le plan électoral, fait que, en plus, dans une phase ascensionnelle, pour un parti qui n'a jamais exercé le pouvoir, que la complémentarité, si vous voulez, l'emportera sur toute potentialité de concurrence. Alors, Mediapart a assisté au meeting, c'est pas forcément une référence à Radio Courtoisie, mais au meeting de Jordan Bardella hier, et a titré son papier « À Paris, Jordan Bardella clôt sa campagne d'éléments de langage ». Ça fait partie des choses reprochées à Jordan Bardella durant son débat avec Gabriel Attal notamment. Ça rappelle aussi le témoignage de Pascal Humeau au sujet de cette coquille vide, c'est ce qu'il disait en tout cas au début. Aujourd'hui, il est le favori des élections européennes de fait, mais est-ce que ce serait pas sa limite finalement ? Je vais chercher la petite bête. C'est très difficile de le dire, mais enfin, si vous voulez, je veux dire, on a eu quand même, moi je pense qu'il y a quand même un élément très important, qui est un élément qui est apparu en 2017, c'est qu'on a une nouvelle génération politique qui vient d'apparaître, qui a été socialisée différemment, bien évidemment, que les générations politiques qui l'ont précédée. Il est clair que Jordan Bardella est un jeune homme, il a 28 ans, il n'a pas forcément l'expérience politique qu'ont pu avoir par le passé d'autres leaders politiques, mais j'allais dire presque pas plus, pas moins que d'autres concurrents politiques auxquels il s'affronte durant cette élection. Je vais dire, si on est sévère vis-à-vis de Jordan Bardella, il faut l'être, je crois, vis-à-vis d'une grande partie de la classe politique, clairement. Oui. Donc il faut, je veux dire, être équilibré. Alors, par contre, on peut se poser des questions sur cette évolution, en effet. Est-ce que cette évolution générationnelle... Alors, cette évolution générationnelle, elle traduit deux choses. Elle traduit quand même globalement l'échec des politiques, de la classe politique qui a précédé cette évolution générationnelle. Vous savez, quand il y a des mouvements, un rajeunissement en règle générale, c'est qu'on est dans une situation politique qui est tout à fait nouvelle et qui est une situation politique marquée par certaines crises. Dans l'histoire, on l'a vu. On l'a vu dans des périodes de grande tension. On a des générations nouvelles qui sont des générations montantes. Donc, on est peut-être aussi dans ce moment de l'histoire. Ça, c'est une réalité. Ensuite, en effet, ça peut poser problème. Ça peut poser problème parce qu'on est dans un monde qui est un monde de plus en plus incertain, avec la réapparition de profils politiques qui sont des profils politiques fortement charismatiques, voire parfois autocratiques sur la scène internationale, et que en Occident, ce rajeunissement, qui n'est d'ailleurs pas vrai partout en Occident, parce que quand on regarde la scène politique américaine, on va avoir un duel entre deux personnes qui ont largement passé les 70 ans, voire les 80 ans, mais il n'en demeure pas moins qu'en effet, je veux dire, face à une scène politique internationale avec des profils qui sont des profils, disons, pour un certain nombre d'entre eux, on peut le dire, autocratiques, l'expérience politique peut parfois, ou l'expérience tout simplement de la vie, peut être un atout. Est-ce que ce renouvellement de génération, je veux dire, nous préserve par rapport à ce que l'on voit ailleurs? Ça, c'est une vraie question que l'on peut se poser. Mais j'allais dire, elle n'interroge pas seulement Jordan Bardella. Alors ensuite, que Jordan Bardella utilise bien les codes de la communication, je crois que ça, chacun s'accorde à le reconnaître. Mais il faut reconnaître aussi, d'un point de vue, je veux dire, purement formel, et sans jugement de valeur de ma part, c'est que, je veux dire, pour quelqu'un de 28 ans qui a peu d'expérience, il faut reconnaître que, je veux dire, il se débrouille assez bien, même sûr. Dans les débats. Donc, et ça aussi, je veux dire, c'est un aspect, je veux dire, dont il faut tenir compte. Oui. Alors, vous parlez d'une nouvelle génération, effectivement. Il y a d'un côté Jordan Bardella, Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy, qui appartiennent plus ou moins à la même génération. Presque. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui, tous ces gens-là, politiquement, de faire alliance ? Qu'est-ce qui les différencie fondamentalement ? Le RN, LR, Reconquête. Est-ce qu'ils pourraient finalement faire alliance, même au Parlement européen, ou pas, du tout ? Au-delà des intérêts, évidemment, particuliers des uns des autres. D'abord, il y a quelque chose qui est, je veux dire, totalement impossible aujourd'hui depuis de très nombreuses années. Il y a une sorte d'interdit qui s'est construit depuis 40 ans, un interdit moral autour de l'union des droites, clairement. Ouais. Mais qu'en France, en fait. Mais qu'en France, parce que ça n'existe pas. On le voit en Suède, il y a une coalition conservatrice qui s'est formée et qui a accédé au pouvoir. En Italie, j'allais dire, la culture italienne est beaucoup plus la culture politique italienne est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus plastique et d'aucuns diront moins sectaire que la nôtre. Et on voit que ces alliances sont envisageables et possibles. C'est pas le cas en France. Donc déjà, vous avez, il y a ce poids-là qui pèse
sur notre culture politique et qui rend peut-être impossible à ce stade une alliance. Ensuite, après, il y a des points de différence, des points de divergence, clairement. Vous voyez bien que d'un côté, entre le Rassemblement national et Reconquête, le Rassemblement national aujourd'hui s'efforce d'occuper un espace qui est un espace politique qui n'est pas sans rappeler celui du RPR de la fin des années 70 et du début des années 80. C'est-à-dire un parti qui est un parti nationaliste, un parti qui est un parti qui fait de la question sociale une de ses priorités, un parti qui finalement défend une conception qui est une conception assez orthodoxe de la vision républicaine. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec, par exemple, Reconquête. Reconquête a plutôt une vision plus libérale sur le plan économique, a une vision vraisemblablement plus civilisationnelle, même si hier, j'ai quand même constaté qu'il y avait un petit infléchissement dans le discours de Jordan Bardella. Je trouvais qu'il avait quand même une sémantique qui était une sémantique qui pouvait parler à une partie d'ailleurs de l'électorat de Reconquête, mais on voit bien ce qu'il y a derrière, c'est la volonté de ramener les électeurs potentiels de Éric Zemmour et de Marion Maréchal vers dans son orbite électorale. Si Reconquête s'est créé... Allez-y, pardon. Non, je vous en prie. Non, j'allais vous dire, en fait, si Reconquête s'est créé, c'est peut-être aussi parce que le Rassemblement national a abandonné une partie de certains combats, de certains discours. Là, vous parlez de l'aspect civilisationnel, typiquement, sans parler de sa vision de l'Europe, etc. Le Rassemblement national, aujourd'hui, a complètement abandonné ce discours-là. Ah oui, non, mais le Rassemblement national, aujourd'hui, s'inscrit d'abord dans une perspective très claire de conquête du pouvoir. Oui. Il s'inscrit dans une perspective où il faut, d'une certaine manière, amodier son discours pour le rendre acceptable et desserrer ce que l'on a appelé abusivement d'ailleurs le cordon sanitaire. Donc, il donne quelque part des gages ne serait-ce que sur le plan sémantique. Donc, en effet, il y a une évolution, mais quelque part, je crois qu'aussi ça correspond à la volonté d'élargir la base. Et on a vu quand même, il faut le reconnaître, depuis un certain nombre d'années, des profils nouveaux, venant parfois du RPR. Moi, j'ai été frappé quand même, on retrouve dans l'encadrement du Rassemblement national aujourd'hui, pas mal de personnes qui ont été au RPR dans les années 90, qui ont même parfois, pour certains d'entre eux, participé à des cabinets ministériels sous les gouvernements de Jacques Chirac. Donc, on a élargi la base, on a élargi le cercle. Donc, en élargissant le cercle, il est évident que vous êtes obligé de, quelque part, à un moment donné, créer les conditions qui permettent l'élargissement. Et créer les conditions qui permettent l'élargissement, c'est parfois, en effet, de renoncer à un certain nombre de thématiques. Regardez sur les questions sociétales, Marine Le Pen a évolué. Vous savez, quand on regarde l'histoire du Rassemblement national ces dernières années, on voit trois évolutions. Une évolution par rapport à l'histoire, et ça, elle se fait dès l'accès de Marine Le Pen au pouvoir du RN, plutôt, à la tête du RN, puisque je veux dire, elle développe une conception d'histoire qui est très différente de celle de son père, prenant notamment ses distances par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et là-dessus, elle est très claire, condamnant la collaboration, condamnant évidemment le génocide de manière explicite, etc., etc. Ensuite, on a une deuxième évolution qui est à peu près d'ailleurs parallèle à cette évolution, c'est sur les questions sociétales. On a une Marine Le Pen qui est favorable à l'avortement, une Marine Le Pen qui ne se positionne pas vraiment sur la question du mariage pour tous durant les grandes manifestations contre le mariage pour tous et de la manif pour tous, étant plutôt en retrait. Donc ça, c'est une deuxième évolution. La troisième évolution, on la connaît à partir de 2017, c'est-à-dire après l'échec du second tour de l'élection présidentielle, où on abandonne l'idée de sortie de l'euro, on abandonne l'idée d'un Frexit, et où on accepte, in fine, quand même une épure plus européenne pour, cette fois-ci, donner des gages à un milieu conservateur à droite qui peut partager le diagnostic sur les questions régaliennes du Rassemblement national, mais qui parfois est très inquiet, voire préoccupé sur le positionnement notamment économique et européen du Rassemblement national. Donc, c'est un parti qui a finalement une très grande plasticité, une très grande évolution ces dernières années et qui explique aussi, entre autres, cette stratégie aussi explique le succès. C'est pas le seul, c'est pas le seul élément, mais explique aussi le succès du Rassemblement national. Oui. Arnaud Benedetti, Jordan Bardella a beaucoup attaqué Emmanuel Macron durant son meeting hier. C'est lui le principal ennemi du Rassemblement national aujourd'hui ? Enfin, adversaire ?
dans cette élection? Alors, de façon générale, oui, Ouais, c'est non, aussi mais, une façon de se positionner, parce que c'est le premier parti ouais. d'opposition. Mais Oui, dans alors, ces ce qui est clair, européennes. c'est que ouais, non, mais ce qui est évident, c'est que j'allais dire, la disposition tactique du Rassemblement national dans cette élection européenne est de transformer cette élection en référendum anti-Macron. Oui. Et c'est ce qui domine d'ailleurs aujourd'hui dans, j'allais dire, l'esprit du temps. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un fort sentiment anti-Macron et la dynamique électorale, en tout cas dans les intentions de vote, on verra si elle se confirme ce dimanche, parce qu'il faut quand même toujours rester prudent. Il faut rester prudent, c'est quand même les électeurs qui font l'élection et pas les sondages. Mm. Mais il faut rappeler une chose, c'est que oui, on voit bien que l'efficacité, si vous voulez, dans les intentions de vote durant votre Rassemblement national est liée justement au fait qu'il incarne le mieux aujourd'hui, aux yeux d'une grande partie, notamment des électeurs de droite quand même, l'opposition à Emmanuel Macron. Donc il y a une espèce de cristallisation d'un vote utile sanction qui se fait autour de la candidature de Jordan Bardella. D'ailleurs, je note quand même hier que dans le meeting à Paris, il y a eu un partage des rôles d'ailleurs sur le plan du discours, ce qui est bien normal, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Marine Le Pen concentrant ses flèches, elle, en effet, sur le président de la République, dans sa posture à la fois de chef du groupe parlementaire, mais aussi de candidate naturelle du RN à l'élection présidentielle. Et Jordan Bardella est en plus sur un discours, j'allais dire, certes de dénonciation de la politique de l'exécutif, mais aussi dans un discours qui est un peu plus programmatique, en tout cas, sur ce que fera le Rassemblement national s'il arrive à conclure des alliances au niveau européen, dans le cadre du Parlement européen, et s'il y a une progression plus générale des droits populistes en Europe, ce qui semble là aussi une hypothèse non négligeable pour ce scrutin du 9 juin. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Benedetti, on suivra ça évidemment jusqu'à dimanche. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur d'un dernier ouvrage aux portes du pouvoir, le Rassemblement national, l'inéluctable victoire aux éditions Michel Lafon. Merci d'avoir accepté notre invitation.